Imagine un endroit froid, exactement moins 1,8 degré. Si froid que beaucoup de poissons dans cette eau devraient geler et ne survivent que parce qu'ils ont fabriqué, dans leur propre sang, une sorte d'antigel. Et ici, entre l'été et l'hiver, l'eau du fond bouge à peine d'1/10 de degré. C'est ainsi depuis des milliers d'années. L'Antarctique a trouvé sa température bien avant nous et n'en a plus bougé. Un endroit isolé. Tout autour du continent tourne le plus grand courant de la Terre. Il déplace environ 135 millions de mètres cubes d'eau par seconde. Le fleuve le plus puissant de la planète, l'Amazone, en déverse à peine 200 000. Ce courant déplace l'Amazone plus de 600 fois chaque seconde, sans jamais s'arrêter, en tournant autour du pôle. C'est un anneau d'eau qui tient à distance la chaleur du reste du monde et enferme l'Antarctique dans son propre froid. Un endroit ancien. Nous existons, comme espèce, depuis environ 300 000 ans. Cet océan est froid depuis plus de 100 fois ce temps-là. Toute l'histoire humaine, les pyramides, Rome, Internet, tient dans un clignement de son existence. Il est gelé, presque inchangé, depuis bien avant qu'il n'existe quoi que ce soit ressemblant à un être humain. Et pourtant, là, tout en bas, vivent des créatures fascinantes et impossibles. Des animaux vivants depuis des milliers d'années, plus vieux que les pyramides. Des créatures qui respirent sans poumons ni branchies. D'autres qui grandissent si lentement qu'elles peuvent passer 20 ans sans gagner un seul millimètre. Et beaucoup atteignent des tailles impossibles, des corps énormes, là où dans n'importe quelle autre mer, ils seraient en minuscules. Et ces merveilles de la nature, très peu d'humains ont pu les contempler dans leur état naturel. Presque toutes partagent quelque chose d'étrange. Quelque chose qui, dans cette mer, et presque seulement dans cette mer, se répète encore et encore. Ici, la vie grandit plus qu'elle ne le devrait. Elle devient géante. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord comprendre où nous sommes. La mer qui entoure l'Antarctique a mis du temps à avoir un nom à elle. Jusqu'à très récemment, elle n'était que le sud des autres océans, l'extrémité froide de l'Atlantique, du Pacifique, de l'Indien. Ce n'est qu'en l'an 2000 qu'elle a été reconnue officiellement comme un océan à part entière, le 5e, l'océan austral. Et le plus curieux, c'est la raison de ce statut. Tous les autres océans se définissent par les terres qui les entourent. L'Atlantique est entre des continents, l'Indien a l'Asie au-dessus et l'Afrique à côté. Celui-ci, non. L'océan austral est le seul qui ne soit pas délimité par des côtes, mais par un courant, cet anneau d'eau tournant sans fin autour du continent. C'est le seul océan qui entoure complètement une masse de terre, au lieu d'être entouré par elle. Et cela change tout. Ce courant agit comme un mur liquide. Il tient l'eau chaude du nord, loin de l'Antarctique, et piège le froid à l'intérieur. Ce qui reste enfermé est un monde à part. Une mer sombre, glacée, stable, presque sans contact avec le reste de la planète. Un laboratoire fermé, de la taille d'un océan. Et voici ce qui ne colle pas. Sur presque toute la planète, le froid rapetisse la vie. C'est une vieille règle fiable de la biologie. Plus un lieu est froid, plus beaucoup de ces animaux tendent à être petits, car il y a moins d'énergie, moins de nourriture, moins de marge. Un insecte de l'Arctique est souvent plus petit que son cousin des tropiques. Dans le froid, en général, la vie se retient. Mais dans l'océan austral, c'est l'inverse. Il y a ici des araignées de mer grandes comme une assiette, alors qu'ailleurs, elles tiendraient sur un ongle. Vers, étoiles de mer, crustacés, éponges, encore et encore, les parents antarctiques d'animaux ordinaires apparaissent agrandis, parfois bien plus grands qu'ils ne devraient l'être. Les biologistes lui ont donné un nom il y a plus d'1 siècle, le gigantisme polaire. Lui donner un nom, c'était le facile. Le difficile, toujours pas tout à fait résolu, c'est de répondre à la question posée. Pourquoi ? La première réponse, la plus ancienne, a à voir avec le temps. Le froid ralentit la vie. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique. Presque tous les animaux de l'océan ont le sang froid. Leur corps fonctionne à la température de l'eau qui les entoure. Et plus cette eau est froide,
plus tout se déroule lentement en eux. Les réactions chimiques qui font marcher un corps, digérer, grandir, réparer, bouger, deviennent paresseuses quand la température baisse. À presque 2 degrés sous zéro, cette lenteur atteint un extrême difficile à imaginer. Pense au temps qu'il faut à ton corps pour digérer un repas. Quelques heures, un animal des eaux tropicales, 1 ou 2 jours. Mais un animal du fond antarctique, après avoir mangé, peut mettre 10 à 14 jours à finir de digérer. 2 semaines pour faire ce qui se fait sous les tropiques en un après-midi. Le moteur tourne toujours, mais si lentement qu'on l'entend à peine. Et voilà l'intéressant. Un moteur qui tourne lentement, s'use lentement. Dans ce froid, les corps consomment peu d'énergie, vieillissent peu à peu et continuent de grandir bien plus longtemps qu'ailleurs. Là où d'autres animaux vivent vite et meurent tôt, ceux de l'océan austral font l'inverse. Ils font tout lentement et surtout très longtemps. Il n'y a pas de meilleur exemple qu'un animal qui semble à peine vivant. Sur le fond, ancrées à la roche, poussent des éponges en forme de tonneaux pâles. Certaines sont énormes. Elles peuvent dépasser 1,50 m de haut, assez grandes pour qu'un plongeur tienne dans le creux de l'une d'elles. On les connaît depuis plus d'un siècle. Les premières furent récoltées par une expédition française restée prisonnière 2 hivers dans la glace antarctique avant la Première Guerre mondiale. Mais l'extraordinaire chez ces éponges, ce n'est pas la taille, c'est la vitesse à laquelle elles l'ont atteinte. Lors d'une étude en mer de Ross, les scientifiques ont posé des surfaces propres sur le fond et ont surveillé ces éponges année après année, espérant les voir s'installer et grandir. Plus de 20 ans ont passé, sans presque rien noter, pas 1 centimètre, comme des pierres. Sur toute une carrière de chercheurs, ces éponges n'ont presque rien fait de visible. Et puis, soudain, elles l'ont fait. À un moment précis, les éponges sont apparues. Elles s'étaient installées et avaient grandi jusqu'à de grandes tailles en très peu de temps, après des décennies d'immobilité totale. Qu'est-ce qui avait changé? L'eau. Un iceberg gigantesque s'était détaché au loin et avait modifié les courants et la nourriture qui descendait vers le fond. L'éponge ne pouvait pas grandir, elle attendait. Elle attendait depuis des années que l'océan lui donne le signal. Quand la mer a changé, elles ont répondu. Sinon, elles patientaient. C'est la vraie leçon de ces animaux. Ils ne mesurent pas le temps comme nous. Ils l'endurent. C'est pourquoi, quand quelque chose grandit à cette vitesse, atteindre une grande taille n'est pas une affaire d'années. C'est une affaire de siècles, de millénaires. On estime que les plus grandes de ces éponges pourraient avoir des milliers d'années, que certaines ont commencé à grandir quand il y avait encore des mammouths sur la Terre. Et elles sont toujours là, sur la même roche, à filtrer la même eau froide, bien après la disparition de ces mammouths. Et pourtant, même elles ne sont pas intouchables. Sur ce même fond glacé vit une étoile de mer qui se nourrit, très lentement, de ces éponges. Elle avance sur elles pendant des semaines, montant dessus, les recouvrant peu à peu. Une créature qui pourrait avoir des milliers d'années peut finir dévorée par quelque chose d'aussi lent qu'elle. Dans cet océan, même la mort se fait au ralenti. Ce ne sont pas des créatures qui vivent dans l'eau antarctique. Elles sont, en un sens, faites de temps antarctique. La mer leur a donné le froid et la stabilité, et elles l'ont transformé en taille et en siècles. Mais le temps n'explique pas tout. La lenteur explique pourquoi un animal antarctique peut vivre longtemps. Elle n'explique pas tout à fait pourquoi il devient si grand. Pour cela, pendant des décennies, les scientifiques ont regardé une autre propriété de l'eau. Une qui ne se voit pas, mais qui décide presque tout là en bas. L'oxygène. Et voici une de ces coïncidences de la physique qui semblent voulues. L'eau froide retient plus d'oxygène dissous que l'eau chaude. Plus la température baisse, plus l'eau peut garder de gaz en elle. L'océan austral
glacé et constant, est l'une des mers les plus riches en oxygène dissous de la planète. Il est, littéralement, chargé d'air. Pour comprendre pourquoi cela compte tant, il faut regarder l'animal par lequel tout a commencé, celui qui avançait sur le sédiment au début, une araignée de mer. Les scientifiques les appellent pycnogonides. Ce ne sont pas de vraies araignées, même si elles leur ressemblent. Un groupe d'arthropodes marins très anciens, antérieurs à presque tout ce qu'on associe à la vie moderne. Le corps est si petit qu'il existe à peine un simple nœud central, d'où sortent de très longues pattes fines. Il y a si peu de place dans le tronc qu'une partie des organes, l'appareil digestif, les gonades, se prolonge à l'intérieur des pattes. Presque tout l'animal est pattes. Et en Antarctique, ces pattes atteignent des tailles ailleurs impossibles, une envergure de plus de 70 cm. Celles des eaux tempérées, elles, tiennent sur le bout d'un doigt, le même type d'animal, séparé par une différence de taille colossale. Il y a autre chose, et il est difficile de ne pas s'attacher un peu à eux en l'apprenant. Chez les pycnogonides, c'est le mâle qui s'occupe des petits. La femelle colle les œufs sur lui, sur des pattes spéciales faites pour ça, et le mâle les porte avec lui, parfois des milliers à la fois, jusqu'à ce que les larves soient prêtes à se détacher. Un animal qui respire par la peau, qui marche au ralenti sur le fond le plus froid de la planète, portant sa descendance entre ses pattes pendant des semaines. Comment un tel corps peut-il devenir aussi grand? La réponse est dans sa façon de respirer. L'araignée de mer n'a pas de poumons, pas de branchies, presque rien de ce que nous utiliserions pour respirer. L'oxygène entre simplement dans son corps en traversant sa surface, se faufilant directement à travers la peau et se diffusant vers l'intérieur. Elle respire, d'une certaine manière, par les pattes. Et voilà le problème que l'océan austral résout. Un tel système, laisser le gaz entrer seul, par diffusion, marche bien chez un petit animal. Mais plus le corps est grand, plus l'oxygène doit voyager loin depuis la surface jusqu'au centre, et plus il est difficile qu'il atteigne tout. Dans la plupart des mers, cela pose un plafond à la taille. Un corps trop grand, respirant seulement par la peau, s'asphyxierait de l'intérieur. Mais dans l'eau antarctique, les deux jouent en sa faveur en même temps. Le froid ralentit le métabolisme. L'animal a besoin de très peu d'oxygène, et l'eau froide en est remplie. Demande minimale, offre surabondante. Le plafond qui limite la taille ailleurs, ici, se relève. Voilà l'idée. Élégante, simple, presque belle dans sa logique. Le froid réduit la facture d'oxygène et l'eau paie en trop. Et dans cette marge, un animal qui respire par la peau peut se permettre de grandir jusqu'à des tailles qui, nulle part ailleurs, ne lui laisseraient une chance. Longtemps, ce fut l'explication. L'hypothèse de l'oxygène et de la température. Elle était dans les livres, les documentaires, les cours. Elle avait l'élégance des bonnes théories. Il n'y avait qu'un problème. Quand quelqu'un a enfin décidé de la vérifier, l'animal ne s'est pas comporté comme prévu. Pendant des années, l'hypothèse de l'oxygène fut une de ces idées que presque personne ne prend la peine de discuter. Elle avait du sens. Elle collait. Mais une bonne théorie a une obligation gênante. Elle doit pouvoir être vérifiée. Et la vérifier voulait dire descendre jusqu'à l'animal. Au milieu des années 2000, un groupe de chercheurs est parti en Antarctique avec une question très précise. Si le gigantisme dépend vraiment de l'oxygène, si ces animaux sont grands seulement parce que l'eau froide leur en donne à profusion, alors quelque chose devrait se produire quand on le leur retire. Les grands devraient de souffrir avant les petits. Leur corps, plus volumineux, seraient les premiers à manquer d'air. C'était une prédiction nette, et on pouvait la tester. Mais avant de tester quoi que ce soit, il fallait attraper les animaux. Et ça, en Antarctique, ce n'est pas simple. Au-dessus du laboratoire, il y avait une couche de glace de mer de 2 ou 3 mètres d'épaisseur. Pour atteindre l'eau, les plongeurs percent un trou dans cette glace et s'y laissent tomber, dans une mer à -2 degrés,
vêtus pour ne pas mourir gelés en quelques minutes. En bas, l'eau est d'une clarté étrange, parsemée parfois de cristaux de glace flottant vers le haut, comme une neige à l'envers. Là, sur le fond, ils ont récolté leurs araignées de mer. Beaucoup. 12 espèces différentes, des minuscules aux géantes, couvrant un écart de taille de 1000 fois entre les plus petites et les plus grandes. Ensuite, au laboratoire, ils ont baissé peu à peu l'oxygène de l'eau et ont mesuré une chose très simple. Quand on retournait une araignée, combien de temps elle mettait à se remettre sur pied. Un geste d'effort élémentaire, une façon de demander au corps « Combien tiens-tu » La logique était directe. Si la théorie était vraie, en retirant l'oxygène, les géants devraient céder bien avant les petits. Ils devraient lâcher les premiers, et les données sont arrivées, et elles ne disaient pas ça. Le manque d'oxygène affectait les araignées, oui, toutes. À mesure que l'eau perdait son oxygène, leur performance chutait. Mais les grandes ne cédaient pas avant les petites. Elles n'étaient pas plus vulnérables. Elles supportaient le manque d'oxygène à peu près comme leurs parentes minuscules, comme si la taille n'était pas, en réalité, le facteur décisif que tout le monde avait supposé. La prédiction centrale de l'hypothèse, celle qui semblait si évidente, n'apparaissait pas dans les résultats. Ils ont alors testé l'autre moitié de l'idée, la température. Ils ont réchauffé l'eau peu à peu, des moins 2 degrés habituels jusqu'à 9. Et de nouveau, les géants ont tenu aussi bien que les petits. La taille ne les rendait pas plus fragiles. Une autre prédiction qui n'apparaissait pas. Il faut être précis sur ce que cela signifie, car c'est facile à exagérer. Cela ne prouvait pas que l'oxygène n'a pas d'importance. L'oxygène en a, et beaucoup. Sans lui, aucune de ces araignées ne fonctionne. Ce que l'expérience a montré est plus subtil et plus intéressant. Que l'histoire simple, eau froide, beaucoup d'oxygène, donc grand corps, ne suffit pas à expliquer le gigantisme. Qu'il manque quelque chose. Que l'animal sait faire quelque chose que la théorie n'avait pas prévu. Et, de fait, des indices ont commencé à apparaître. L'un d'eux, particulièrement élégant, la peau même de l'animal. Il se trouve qu'à mesure que ces araignées grandissent, leur cuticule, cette surface par laquelle elles respirent, devient plus poreuse, plus percée, comme si le corps, en grandissant, fabriquait plus de portes d'entrée pour l'oxygène, compensant justement le problème qui aurait dû le freiner. Le géant ne s'étouffe pas parce que, d'une certaine manière, il devient plus perméable à mesure qu'il grandit. Ce n'est pas une réponse close, c'est un indice, un parmi plusieurs. Et cela laisse le gigantisme polaire dans un endroit étrange, bien plus honnête que la version des livres. Nous savons qu'il existe. Nous l'avons devant nous, mesuré, photographié, remonté du fond de la mer. Nous savons que le froid et l'oxygène y sont pour quelque chose. Mais la chaîne exacte des causes, pourquoi cet animal, dans cette eau, atteint cette taille et pas une autre, n'est toujours pas tout à fait résolue. Reste une conclusion que personne ne cherchait, et la plus inquiétante de toutes. Ces animaux sont bâtis pour un froid très précis. Ils vivent juste à la limite de ce que leur corps tolère. Et quand l'eau se réchauffe, ils n'ont nulle part où aller. Il n'existe pas de lieu plus froid. Ils ont fait de l'océan le plus stable de la planète, leur seule maison possible, et cela, dans une mer qui commence à changer, cesse d'être un avantage. La plus belle explication s'est révélée incomplète, et l'océan, une fois de plus, a gardé pour lui la part la plus difficile de la réponse. Jusqu'ici, nous avons parlé de l'océan austral comme d'un lieu, un endroit froid et stable où certains animaux grandissent lentement et deviennent énormes. Mais l'eau de cette mer n'abrite pas seulement la vie. Elle l'a sculptée, elle l'a réécrite presque entièrement. Pour le comprendre, il faut remonter loin. Il fut un temps où cette mer n'était pas froide. Il y a environ 40 millions d'années, les eaux autour de l'Antarctique étaient tempérées et pleines de la même sorte de poissons qu'on verrait aujourd'hui dans n'importe quel océan. Nous le savons parce que c'est écrit dans la pierre. Près de la péninsule antarctique, un gisement de fossiles conserve cette faune ancienne.
poissons osseux ordinaires. Un océan normal, cosmopolite, semblable à tant d'autres. Et puis, lentement, sur des millions d'années, l'eau s'est refroidie. Les continents se sont séparés. Le courant circumpolaire s'est refermé autour du continent et la chaleur du reste de la planète a cessé d'arriver. La mer a baissé degré par degré jusqu'à frôler le point où l'eau salée gèle. Et pour presque tous ces poissons, ce fut la fin. Ce n'est pas une exagération. La plupart de ces lignées ont disparu. Le froid a vidé l'océan, éteignant espèce après espèce, jusqu'à laisser une mer presque déserte de poissons. Une scène immense, glacée et vide. Presque. Car un groupe a trouvé l'issue. Une lignée de poissons de fond, peu de choses dans cet océan ancien, a trouvé une solution qui a tout changé. Dans son sang est apparue une molécule nouvelle, une protéine antigel. Elle fonctionne d'une façon presque incroyable de simplicité. Elle se colle aux minuscules cristaux de glace qui commencent à se former dans le corps du poisson et les empêche de grandir. Elle arrête la glace avant qu'elle ne tue. Sans elle, le poisson se changerait en glace de l'intérieur. Et il y a, dans l'origine de cette protéine, un détail difficile à croire. Elle n'est pas sortie de nulle part. Le corps l'a fabriquée en recyclant un gène qui servait à toute autre chose, un gène de l'appareil digestif, de ceux qui aident à décomposer la nourriture. L'évolution a pris un outil de la digestion et avec le temps l'a reconverti en bouclier contre la glace. La mer a posé le problème. Le hasard et le temps ont trouvé la pièce. Le résultat se voit encore aujourd'hui. Ces poissons, les nototénoïdes, ont hérité d'un océan vide et l'ont rempli. Ils dominent aujourd'hui complètement la faune de poissons de l'océan austral. Environ 90% de tous les poissons qui nagent dans ces eaux appartiennent à ce seul groupe, celui des survivants du froid. Une mer entière repeuplée par les descendants de ceux qui n'ont pas gelé. Et l'évolution, une fois dans cette mer, a continué à faire des choses étranges. Certains de ces poissons, déjà à l'abri de la glace, ont perdu ce que presque aucun animal ne peut se permettre de perdre. Ils ont perdu l'hémoglobine, le pigment rouge qui transporte l'oxygène dans le sang de presque tous les vertébrés, toi compris. Ces poissons, qu'on appelle poissons des glaces, ont le sang transparent, presque blanc. Ce sont les seuls vertébrés connus à vivre sans ailes. Ils l'ont pu parce que l'eau antarctique, froide et chargée d'oxygène, leur donne l'air presque gratuitement, au point que perdre les globules rouges a cessé d'être mortel. Pense à ce que cela veut dire. L'océan ne s'est pas contenté de laisser certains animaux grandir. Il a réécrit les règles de base de ce dont un animal a besoin pour vivre. Ici, un poisson peut se passer de sang rouge. Ici, une protéine de la digestion peut devenir un antidote contre la glace. L'eau a fixé les conditions et la vie, sur des millions d'années, s'est refaite entièrement pour s'y conformer. Ces animaux ne sont pas arrivés dans un océan pour s'y adapter. En un sens, c'est cet océan qui les a fabriqués. Jusqu'ici, nous avons vu des créatures isolées, une éponge, une araignée, un poisson au sang blanc, mais aucune ne vit seule. Toutes font partie de quelque chose de plus grand, l'un des écosystèmes les plus denses et les plus étranges de la planète. Et pour le comprendre, il faut commencer par le plus petit animal de tous. Il s'appelle le krill, un crustacé semblable à une crevette minuscule, de quelques centimètres à peine. Pris un à un, ce n'est rien. Pris ensemble, c'est peut-être l'animal le plus lourd du monde. Les chiffres sont durs à tenir en tête. On estime qu'il y a, dans l'océan austral, plus de 700 billions de krills. Leur poids total avoisine les 400 millions de tonnes, plus que le poids de toute l'humanité réunie. Ils se rassemblent en essaims si immenses qu'on les distingue depuis l'espace. Un seul de ces nuages de krill peut teinter des kilomètres d'océan, des millions de corps minuscules bougeant presque comme un seul organisme. Et tout, absolument tout le reste, dépend d'eux. Le krill mange les algues microscopiques qui poussent sous la glace et en surface.
Et à son tour, le krill est le plat principal de presque tout ce qui vit ici. Une baleine bleue peut avaler plus de 3 millions de krills en un seul jour. Les phoques, les manchots, les poissons, les calmars, les oiseaux, presque toute la vie de l'océan austral, par des chemins divers, finit par manger du krill, retire le krill, et l'écosystème entier s'effondre. Le krill est le cœur. Mais autour de ce cœur, surtout sur le fond, vit une cour de créatures bien plus étranges. Et beaucoup partagent cette même signature du lieu. Elles sont plus grandes qu'elles ne devraient l'être. Sur le sédiment marche un proche parent du cloporte, ces petites bêtes grises qui s'enroulent sous les pierres d'un jardin. Ici, ce cloporte marin, un isopode, atteint la taille d'une paume de main. 10, 15 fois la taille de ses cousins d'ailleurs. Cuirassé, lent, blindé de plaques, il parcourt le fond glacé en quête de ce qui est mort et tombé d'en haut. Tout près nagent les amphipodes. Presque partout, ce sont des créatures minuscules, de la taille d'une puce, de celles qui sautent dans le sable de la plage. Dans l'océan austral, certains atteignent plusieurs centimètres, des géants pour ce qu'un amphipode devrait être. Et sur le lit s'étendent d'énormes étoiles de mer à bras multiples et des parents à elles, les ophiures, qui agitent leurs bras comme des serpents et couvrent le sol par milliers. C'est comme parcourir un jardin connu et découvrir que tout, absolument tout, a poussé hors d'échelle. Les mêmes animaux modestes qu'on trouverait sur n'importe quelle côte du monde apparaissent ici, agrandis, blindés, allongés. Comme si l'océan avait pris la vie ordinaire de la planète et l'avait laissé grandir sans les règles habituelles. Et il faut le dire, pour être juste avec la vérité, tout n'est pas géant ici. Le gigantisme polaire n'est pas une loi qui forcerait chaque animal de l'océan austral à enfler. C'est une tendance, forte et répétée, mais pleine d'exceptions. Des groupes entiers ne grandissent pas ici, et certains deviennent même plus petits. Ce qui rend cette mer spéciale, ce n'est pas que tout soit grand, c'est que le gigantisme y apparaît encore et encore, chez des animaux qui, nulle part ailleurs, se le permettraient. Tout cela, le krill qui obscurcit l'eau, les géants cuirassés du fond, les étoiles qui tapissent le lit, vit de quelque chose. Toute cette vie doit manger. Et dans une mer sombre, glacée, couverte de glace la moitié de l'année, la nourriture n'a rien d'évident. D'où vient l'aliment qui soutient une telle quantité de vie? La réponse n'est pas en haut, elle est en bas. La réponse tient à un mouvement gigantesque et silencieux qui se produit en permanence sous la surface. L'océan austral n'est pas qu'une eau immobile et froide. C'est aussi le point où les eaux profondes de toute la planète remontent. Les courants profonds de l'Atlantique, du Pacifique, de l'Indien, après avoir voyagé des siècles au fond du monde, finissent par émerger ici, poussés vers le haut par les vents qui entourent le continent. C'est comme si l'océan entier respirait et relâchait l'air juste en Antarctique. Et cette eau qui remonte ne vient pas vide, elle vient chargée. Durant son long voyage dans les profondeurs, elle a accumulé les restes de tout ce qui meurt et tombe. Nutriments, minéraux, les matériaux dont la vie a besoin pour repartir. Quand cette eau profonde affleure, elle fertilise la surface. Elle nourrit les algues microscopiques. Ces algues nourrissent le krill. Et le krill, on l'a vu, nourrit tout le reste. Voilà pourquoi une mer si froide et si sombre peut être, en même temps, l'une des plus productives de la planète. Elle ne se nourrit pas par le haut, elle se nourrit par le bas. L'océan lui-même remonte sa nourriture du fond. Et il y a autre chose dans cette eau profonde, qui rejoint l'un des géants déjà connus. Parmi ceux qui remontent, il y a de la silice, la matière même dont est fait le verre. L'océan austral est l'une des grandes réserves de silice du monde, et certaines créatures ont appris à l'utiliser. Les éponges de verre, celles vues au début, celles qui poussent pendant des siècles, bâtissent leur squelette précisément avec cette silice. Elles dressent des corps de cristal avec le minéral que l'océan remonte des profondeurs. Pensez un instant, l'eau remonte la silice du fond du monde. Une éponge la recueille, sans hâte, et la transforme en un squelette de cristal qui mettra des milliers d'années à grandir.
La mer livre la matière. La créature lui donne forme. Tout, au fond, revient au même endroit, à l'eau. Nous avons commencé par une question simple. Pourquoi l'océan Antarctique transforme ces animaux en géants? Et la réponse honnête, c'est qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y a le froid, qui ralentit le temps et laisse grandir pendant des siècles. Il y a l'oxygène, qui remplit l'eau et relève le plafond de la taille, mais pas de la façon simple qu'on croyait. Il y a l'isolement, qui pendant des millions d'années a fait de cette mer un laboratoire fermé. Il y a la silice qui remonte du fond, la nourriture qui affleure, l'évolution qui a réécrit la vie entière pour entrer dans ce froid. Aucune de ces choses, à elle seule, n'explique le gigantisme. Toutes ensemble, oui, et même pas tout à fait. Des questions restent ouvertes, là, en bas, à attendre. La seule chose claire, c'est qui l'a fait. Ce ne sont pas les animaux, s'adaptant à un lieu difficile. C'est le lieu, c'est l'eau. Un océan qui s'est refermé sur lui-même il y a des millions d'années, a trouvé son froid et a commencé, lentement, à fabriquer des créatures qui ne pourraient exister nulle part ailleurs. Il le fait depuis tout ce temps, dans l'obscurité, sans que personne le voie. Et c'est seulement maintenant que nous commençons à nous y pencher. L'inquiétant, c'est que juste au moment où nous commençons à comprendre, l'eau est en train de changer. Elle se réchauffe. Et les géants que cet océan a mis des millions d'années à bâtir sont faits, précisément, pour un froid qui peut-être ne durera pas toujours.